Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elsker. Aujourd'hui, point d'étape numéro 3 de Parlons Constitution, allez générique. Alors avant de commencer, évidemment on va aller très vite, c'était un point d'étape, donc avant de commencer je vous invite à, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est un point d'étape dans cette série, aller voir le premier point d'étape, le point d'étape numéro 1 où j'ai expliqué au début de l'épisode ce qu'était un point d'étape dans cette série. Également, si vous souhaitez en savoir plus sur ce que je vais raconter dans ce point d'étape, n'hésitez pas à aller voir les vidéos correspondantes, les épisodes correspondants à ce que je vais dire. Parce que ici c'est juste un résumé, c'est juste un point d'étape, quelque chose pour se rappeler, pour savoir où on en est, pour résumer. Donc, évidemment, ce sera traité très grossièrement, et il n'y aura pas le détail, il n'y aura pas forcément les arguments, le raisonnement en entier, ce genre de choses. Donc c'est parti. Première partie, État avec une constitution écrite. Donc c'est les 3 premiers épisodes en réalité. Alors, premier épisode, constitution écrite. Constitution écrite, pourquoi? Parce que c'est plus clair, accessible et permet d'encadrer, de stabiliser, de contrôler le pouvoir, contrairement à une constitution coutumière. En tout cas, bien plus qu'une constitution coutumière. Les coutumes et conventions constitutionnelles existent toujours et sont souvent nécessaires pour s'adapter. Il peut y en avoir lorsque la constitution n'a pas prévu qu'il se passe telle ou telle chose. À partir de ce moment-là, les coutumes et les conventions constitutionnelles peuvent apparaître, et sont même plutôt salutaires lorsqu'elles permettent de s'adapter, et d'éviter de créer un blocage qui détruirait directement la Constitution. Même si bien évidemment, parfois, ça peut complètement dénaturer la Constitution, si la coutume ou la convention constitutionnelle est anticonstitutionnelle, ou en tout cas change en fait le fonctionnement politique du pays. La société, alors définition de la société, c'était l'épisode 2, la société est un groupe organisé d'êtres humains ayant établi des relations durables, vivant sous des lois communes, autour d'institutions communes et partageant une même culture, les mêmes normes, mœurs, valeurs, etc. On avait vu différents types de sociétés, bandes, tribus, chefferies, états, donc ces sociétés ont différentes tailles, une division économique, une division sociale, une centralisation politique variable, et on avait dit que pour faire société, il fallait faire société pour son propre bonheur et le bonheur de chacun, augmenter les gains, partager les tâches, mutualiser les pertes, mieux se défendre, se porter mutuellement assistance, c'est pour ça qu'il faut faire société. Et que donc il fallait un État pour garder la complexité technologique, même si je ne suis pas opposé à des expérimentations anarchistes, donc sans État, ou même de bandes, de tribus, d'organisations différentes sur l'expérience locale, disons. Souveraineté, séparation des pouvoirs. Ensuite, donc la souveraineté doit être nationale, car la volonté générale, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers, ni l'intérêt du peuple. La volonté générale, c'est la volonté de la nation, la nation qui implique notamment une prise en compte des intérêts des générations futures. La souveraineté nationale n'implique également pas nécessairement le suffrage universel, tirage au sort, référendum ou mandat impératif. Non, ces choses-là peuvent exister, mais ce n'est pas nécessaire. Contrairement à la souveraineté populaire, où il faut qu'il y ait ce type d'éléments, puisque ça va complètement avec la théorie, disons. Mais la souveraineté nationale implique la recherche du bien commun, la mise en œuvre de la volonté générale, et la possibilité de remise en cause des institutions. La souveraineté, on avait vu ensuite qu'elle était indivisible et imprescriptible, par définition, et qu'elle est inaliénable seulement si le souverain est immortel, ce qui est le cas de la nation. La nation ne peut pas mourir, sauf si, bien sûr, le pays est détruit, on peut dire que la nation meurt avec le pays. La nation, sinon, elle évolue. Mais elle ne meurt pas, elle est immortelle, donc elle est inaliénable, la souveraineté nationale. Donc, si la souveraineté nationale, la Constitution est représentative de la volonté de la nation, et prévoit, entre autres, des procédures de désignation des représentants de la nation, ainsi que leurs compétences à ces représentants de la nation, et des règles d'organisation et de fonctionnement de l'État. Les délégataires de la souveraineté ont une légitimité légale rationnelle. Alors, il faut séparer les pouvoirs. C'est la séparation des pouvoirs horizontale. Il faut séparer les pouvoirs de telle manière à ce qu'aucun pouvoir ne puisse abuser de ses pouvoirs. Que le pouvoir arrête le pouvoir. Pour reprendre une citation de Montesquieu. Que la Constitution soit respectée, et que le régime soit stable, qu'il n'y ait pas de blocage. Il faut donc trouver un équilibre entre séparation et relation entre les pouvoirs, en fonction des compétences et des rôles de chaque pouvoir. Mais aussi en fonction du contexte social et politique. Donc, évidemment, trouver cet équilibre dépendra de la suite de la série. Alors, petit rappel, la nation délègue à différents pouvoirs qui ont des liens entre eux et ainsi s'arrêtent mutuellement.
il y a une balance des pouvoirs. La Constitution peut ainsi être respectée, il n'y a pas de blocage, pas de nécessité de coup d'État, ou de non-respect de la Constitution avec un pouvoir qui prédominerait sur les autres. Alors, ensuite, est-ce qu'une Constitution parfaite et universelle existe, ou peut-elle exister? Alors, une Constitution, elle est dépendante du contexte matériel, la démographie, la distance entre les parties du royaume ou du pays, hein. Les transports, également, ce qui peut raccourcir la distance, les technologies de communication, également, contexte culturel, contexte social, contexte politique, donc les valeurs, les représentations, les croyances, les normes, les acteurs en présence, etc., etc. Donc il n'y a pas de constitution parfaite universelle, mais on peut faire un postulat. Il existe une constitution meilleure que les autres, pour un contexte donné, afin de réaliser tel objectif. Tel objectif, l'objectif d'une constitution, donc faire société pourquoi? Pour le bonheur de soi et de chacun, donc de tous. Pour permettre à chacun de rechercher le bonheur. Alors quel type de régime? On a présenté d'abord une multitude de régimes, systèmes politiques et typologies, environ 70, peut-être un peu plus. C'est beaucoup de régimes ou systèmes politiques. Régime ou système, hein, c'est pas tout à fait pareil. Dans la vidéo, donc c'est la vidéo, je sais plus combien, 9 je crois, 9 ou 10, non c'est la vidéo 10, épisode 10, j'ai expliqué la différence entre régime et système politique. J'ai aussi mis dedans des typologies de régimes avec les définitions des régimes. Définition des régimes et systèmes que j'ai mis dans les commentaires, en commentaire épinglé, de cet épisode 10. J'avais fait le choix de pas faire de choix en fait. Je dis que je ne faisais pas de choix à ce moment-là d'un régime ou système politique. Pourquoi? Car il faut garder la liberté de former un régime ou système politique différent ou plus complexe que ceux déjà existants. Mais j'ai, pour pas vous mentir, donné les possibles inspirations. Donc là, il y a quelques régimes qui, possiblement, vont m'inspirer. La République, le régime directorial, l'oligarchie élective, l'aristocratie, l'épistocratie, la méritocratie, la technocratie, la dictature, la stococratie, la polyarchie, la démocratie libérale, la démocratie représentative, la démocratie délibérative, la démocratie directe et la démocratie semi-directe. Ce qui donne déjà un cadre général, mais qui accorde énormément de possibilités, vous en conviendrez. Alors, ensuite, donc là, épisode 11, séparation verticale des pouvoirs. Donc pas séparation horizontale des pouvoirs, donc séparation des pouvoirs, comme on dit de façon générale. C'est pas la même chose. En fait, c'est plus de l'ordre de l'organisation de l'État, de façon plus verticale, hein. Donc j'ai présenté ce qu'était une confédération, un État fédéral, donc les fédérations, les principes du fédéralisme, l'État régional, l'État unitaire, la décentralisation, la déconcentration, et les avantages et les inconvénients de confédération, État fédéral, État régional et État unitaire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'il y avait des formes différentes selon les situations politiques et historiques locales. Et que, pour ma vision politique, ma vision constitutionnelle, ce serait un État unitaire, décentralisé et déconcentré. Même si je suis favorable à envisager plus d'autonomie sous certaines conditions que j'avais évoquées et que je réévoque ici, s'il y a une partie significative de la population qui le souhaite ou s'il est clairement démontré que ce serait avantageux pour la population. Ensuite, le dernier épisode qui est sorti avant ce point d'étape, sur la mise en place d'un nouveau régime, d'une nouvelle constitution. Je dis que la révolution n'était pas justifiée, j'ai expliqué pourquoi, le coup d'état était trop faible en légitimité et risqué sur le plan du consentement, et l'octroi était trop paternaliste. Là, et donc, il fallait une révision constitutionnelle, très probablement dérogatoire, avec la mise en place d'une constitution citoyenne, avec des débats publics, donc potentiellement retransmis sur Internet ou la télévision, des propositions et arguments par tous les Français, et un conseil de sages en droit, en histoire et en sciences politiques. Je vous invite à aller voir la vidéo pour plus de détails. Donc, pour résumer ce point d'étape. Alors, où en est-on? La société doit être un État avec une constitution écrite qui permet à tous de rechercher le bonheur, objectif de tous et de chacun. La nation est seule souveraine de cet État. Elle exerce sa souveraineté par délégation à des représentants. La séparation des pouvoirs est nécessaire mais doit être proportionnée. Il n'y a pas de constitution parfaite, mais il existe une constitution meilleure que les autres pour un contexte donné afin de réaliser un objectif donné. Alors, je n'ai pas fait le choix d'un régime ou d'un système politique maintenant, même s'il y a des inspirations, car il faut garder la liberté de former un régime, un système politique différent ou plus complexe que ceux déjà existants. Alors, ce sera pour moi un État unitaire et décentralisé et déconcentré pour ma vision politique constitutionnelle dans le cadre de la France, et pour mettre en place un nouveau régime, une nouvelle constitution, il faut une révision constitutionnelle très probablement dérogatoire avec mise en place d'une constituante citoyenne avec des débats publics, des propositions et arguments par tous les Français,
et un conseil de sage en droit, en histoire et en sciences politiques. Je vous donne rendez-vous dans le prochain point d'étape si vous regardez que les points d'étape, ou dans le prochain épisode de Parlons Constitution. C'était Alsker, à bientôt.